vous allez, et la finalité plus ou moins de cette formation-là, remettre un prix à un client, vous allez le faire sous forme de devis. Et vos devis, en théorie, ils vont regrouper trois grandes familles d'éléments. La première, qui est souvent celle, qui est celle sur laquelle on passera le plus de temps ensemble et qui est bien la plus critique à estimer en général, c'est la partie main-d'œuvre. On l'abordera un peu, il y a différentes façons d'estimer la main-d'œuvre. La plupart du temps, et c'est sûrement la méthode que vous utilisez si vous le faites actuellement, vous estimez ce qu'on va appeler de façon expérimentale. C'est-à-dire que vous voyez un chantier, vous voyez un plan, vous voyez une tuyauterie, à l'expérience, vous savez que ça va vous prendre peut-être une demi-heure, une heure, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. C'est la méthode, voilà, on va dire, qui est peut-être la plus répandue, mais qui est loin d'être la plus efficace et la plus reproductible. Ok. Il y a d'autres méthodes qu'on va voir par la suite qui, elles, sont un peu plus méthodiques. Un autre élément qui forcément va vous intéresser, alors c'est peut-être pas le cas de tous, c'est la partie fourniture. Okay. Quand vous allez réaliser des tronçons de tuyauterie, ce qui est votre cas dans la majorité, vous allez avoir vos tubes, vos raccords, peut-être de la robinetterie à commander, des joints, boulangerie, etc. Peut-être du matériel, pourquoi pas. Et ça, il va falloir le prendre en compte. Alors, j'ai dit au début que c'était peut-être pas le cas pour vous tous, pour la simple et bonne raison qu'il y en a parfois qui, pour l'instant en tout cas, se louent uniquement en prestat avec des fournitures à charge de vos clients ou des personnes qui vous sous-traitent leur activité. Sachant qu'en général, si vous êtes là, c'est que j'imagine à terme, vous envisagez, alors, ou à court terme, ou peut-être à un peu plus long terme, de pouvoir répondre sur des offres globales, y compris la fourniture. Okay. Donc là, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte par la suite. Sachant qu'en général, ce qui est intéressant quand vous travaillez, alors soit en sous-traitance pour des entreprises de tuyauterie ou de chaudron, soit auprès de donneurs d'ordre en général, la solution clé en main est quand même généralement assez appréciée. D'accord. Moi, si je fais venir un maçon chez moi, s'il peut fournir les aglos, ça m'arrange. Bon, en termes de logistique, etc., et de professionnalisme, c'est assez apprécié. C'est à peu près le même cas pour toutes les opérations de sous-traitance que vous pourriez avoir à gérer. Alors, sous-traitance, ça peut être très large. Hein. Quand j'entends sous-traitance, c'est vraiment prestation que vous sous-traitez au cours de votre affaire, de votre potentielle affaire, tout du moins. Donc, ça va prendre plusieurs points. Ça peut être de la mise en peinture, au traitement de surface, passivation, ce que vous voulez. Ah bon, j'en passe. Vous pouvez sous-traiter des opérations de levage, ok, du transport, enfin, voilà, tous ces éléments-là. Et donc, en général, c'est la somme de ces trois éléments-là qui vont vous permettre de dégager un prix final. D'accord. Ces trois éléments-là, on va les estimer de façon différente, c'est ce que je vous disais. La première partie, c'est la main-d'œuvre. Alors, en général, la main-d'œuvre, on va l'estimer de cette façon-là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la partie d'un chiffrage qui est généralement la plus délicate. Le prix de votre main-d'œuvre, le prix que vous allez revendre, c'est le temps que vous allez estimer, que vous allez multiplier par un prix horaire et une marge. Alors, en général, il y a deux écoles hein, là-dessus. Soit vous avez un prix horaire qui comprend déjà votre marge, ok. Soit vous avez plus un coût horaire, entre guillemets, et vous appliquez une marge à la fin. Ça ne change pas grand-chose. La logique reste exactement la même. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être essentiellement, en tout cas dans le cours de la formation, cette partie-là sur laquelle on va travailler. Celle-là, on pourra l'aborder un peu plus loin, mais en général, c'est des éléments qui vont dépendre d'autres facteurs. Ça peut être le prix du marché, ça peut être, enfin, c'est assez variable. Hein. Ça va dépendre de votre zone géographique, ça va dépendre du secteur dans lequel vous travaillez. Clairement, votre taux horaire, margé ou non, ça va pas être le même si vous bossez dans le nucléaire que si vous bossez en CVC, par exemple. D'accord. Donc nous, on va surtout s'attarder là-dessus, mais on pourra l'aborder s'il y a besoin. Au niveau de la sous-traitance. Alors sous-traitance, c'est un peu différent. Sous-traitance, vous avez le prix d'achat, donc c'est-à-dire que, admettons, je veux sous-traiter une opération de levage. Je vais dire à mon client, à mon fournisseur, pardon, donne-moi un prix pour une grue pendant une journée. Il va me dire 1 000 euros, par exemple. Et moi, je vais revendre cette prestation-là en lui appliquant une marge, ok, une marge qu'on appelle coefficient de peines et soins. Ok. Je ne sais pas si ça parle à certains. Est-ce qu'il y a certains, je vais juste revenir ici, tac, à qui ce terme-là est familier ou pas? Hop, il y a Simon qui était reparti, excusez-moi, je remets juste ça. Hop, Simon, tu nous avais quitté, normalement je t'ai réaccepté. Ok. Ok Simon, je t'ai rajouté, excuse-moi, je sais pas, il y avoir une coupure de réseau. La notion de peines et soins, elle est familière pour certains d'entre vous ou pas? Est-ce que c'est un terme qui vous parle? Pas plus que ça? Ok. Donc, de façon générale, je vous dis, ce qu'on va appliquer au taux horaire, on appelle ça une marge. Ce qu'on applique à un achat ou une opération de sous-traitance, on va appeler ça un coefficient de peines et soins. La plupart du temps, ils vont être différents. Ok. C'est pas toujours le cas. Hein. Le pourcentage de peines et soins peut être aussi assez variable. Très clairement, quand vous êtes sur des contrats
extrêmement serrés. Ce que j'appelle extrêmement serré, c'est avec des gros donneurs d'ordre. Total, ExxonMobil, EDF, etc. En général, les coefficients de peine soins sont, la concurrence est assez rude et les coefficients de peine soins sont assez serrés. On va être de l'ordre de 10 à 15%. Par contre, quand vous êtes sur des marchés un peu moins contraignants, on va dire ça comme ça, un peu plus light, vous pouvez monter facilement à 20, 30, voire que j'ai vu jusqu'à 50%. Okay. Petite quelques règles, enfin petites règles en général, on reviendra dessus dans la deuxième partie de la formation, mais dès que vous avez un achat ou une sous-traitance à faire 3 demandes pour chaque besoin. Ok, c'est un peu des règles de base, mais pas toujours fait. Ça peut vous permettre d'avoir différentes informations de prix, différentes informations en termes de délai de livraison. D'accord. Et donc, ce que je vous disais, les coefficients de peine et soins sont en général compris entre 10 et 30%. Dites-vous que ça, c'est un des éléments sur lesquels, quand vous êtes en négociation avec les clients, vous pouvez jouer un petit peu, plutôt que de rogner sur vos heures, de passer de 20% de peine et soins à 30%. Ça fait baisser un peu la charge et ça peut être quelque chose qui a moins d'impact derrière pour vous. Et pour tout ce qui est fourniture, donc achat, c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu juste avant pour la sous-traitance. C'est un prix d'achat et vous multipliez ça par un coefficient de peine et soins. Ok. Je vous dis encore, hein, 10, entre 10 et 30% la plupart du temps. Marché serré, c'est un peu plus bas. Marché ouvert, vous pouvez être plus aux alentours des 30%. Et 30 demandes par besoin minimum. Ok. Donc là, on a un peu le triangle voilà, sur lequel on va travailler. Fourniture, sous-traitance, main d'œuvre. Et tout ça, l'objectif à la fin, ça va être de pouvoir aller sur une finalité, ok, qui nous permettra de sortir un prix. Dans l'idée, vous avez 2 finalités principales à un chiffrage. La première, qui est peut-être pas la plus courante, mais celle en tout cas sur laquelle vous voulez déboucher, c'est un devis. Un devis, ça va être une estimation précise de vos temps, un travail de chiffrage qui est peut-être un peu plus long, mais l'objectif clair ici qui est affiché, c'est de convertir votre devis, en une commande finale. Ok. À côté de ça, vous allez peut-être parfois avoir besoin de réponses, c'est peut-être déjà le cas de certains d'entre vous, à des demandes qu'on appelle des demandes de budget ou d'estimation. C'est-à-dire votre client, il a un projet, il n'est pas formalisé complètement, c'est peut-être pendant 6 mois, un an et demi, mais il aimerait bien avoir un ordre de grandeur. Savoir, voilà, est-ce que c'est une affaire à 10 000, à 100 000 ou à 1 million. Et donc, l'idée, quand on vous demande ça, c'est que vous soyez capable, et vous le serez à l'issue de la formation, de définir un budget assez rapidement, sans avoir à faire un truc extrêmement détaillé comme pour un chiffrage. D'accord. Donc, l'idée là, c'est vraiment de savoir faire des estimations rapides et de définir un ordre de grandeur. Donc, ça a 2 usages. La première, déjà, quand on vous demande un budget, euh, par un client. La première, pardon. La seconde, ça va être que vous, une fois que vous aurez mis ces outils-là en place, très rapidement, vous allez pouvoir avoir un ordre de grandeur du prix que vous allez remettre. D'accord. Ce qui permet déjà d'avoir une vision de vous sur votre charge, etc. Ça permet également de pouvoir parfois communiquer là-dessus avec vous des clients dont vous serez proche. Vous avez une transparence avec eux, ça arrive parfois. De dire, écoute, on sera entre ça et ça, je te refais un devis finalisé précis, mais voilà, déjà, ça peut mettre en confiance. Et à côté de ça, ça peut vous servir aussi, vous, de vérification. C'est important quand vous faites un chiffrage, s'il y en a qui en ont déjà fait ou qui remettent un devis, on a toujours un doute, on est toujours à se dire avant d'appuyer sur le bouton envoyer, bon, bah, j'espère que je suis pas dans les choux, j'espère qu'il ne me fait pas louper, parce qu'il y a toujours un risque. Le fait d'avoir un moyen d'estimer, ça va vous permettre de confirmer votre devis. C'est-à-dire que si vous estimez à la grosse et que vous voyez que vous avez entre 10 et 15, selon les ratios que vous avez, si moi je fais un devis et que j'arrive à 12, 13, 14, je vais me dire, OK, bon, c'est pas d'une précision extrême, mais je sais que c'est cohérent. Quoi qu'il arrive, je vais pas être complètement dans les choux. Par contre, si je fais un devis à 9000 et que là j'ai estimé à 20, il y a un problème quelque part. Donc, au-delà de pouvoir répondre à vos clients, soit d'une manière précise, soit d'une manière un peu plus visionnaire, entre guillemets, un peu plus à long terme, ça vous permettra aussi de jouer sur les 2 tableaux et d'avoir une sorte de garde-fou à ce sujet-là.